Allez, c'est parti. C'est binaire. Si le nombre, si l'attente est à hauteur du nombre que vous représentez, il doit être fameux cette attente. Et ça ne nous étonne pas trop, hein, Jean, mais en même temps, ça situe tout de suite le niveau de l'intérêt que nous avons voulu apporter à ce colloque qui est sans prétention mais pas sans ambition. Sans prétention parce qu'il est un parmi d'autres. Il y a eu déjà, depuis un certain nombre d'années, des colloques, des rencontres, des débats sur les questions qui seront posées aujourd'hui dans ce travail particulier d'un certain nombre d'artistes, peu importe le nom qu'ils se donnent, théâtralisateurs, animateurs de théâtre-action, etc., et qui travaillent avec des personnes qui traversent des situations graves de souffrance mentale et psychique. On a d'ailleurs un gros problème pour savoir comment les appeler. Dans ces débats, les choses se répètent souvent. C'est ce qu'on a constaté quand on analyse les documents, les actes qui sont issus de ces rencontres. Comment aller plus loin? Et ça, c'est l'ambition de ce colloque. Vous voyez, c'est énorme et en même temps, c'est un petit pas en plus. Pour ne pas devoir toujours recommencer à dire « et moi je fais ça, et moi je fais ça, et moi je fais ça ». Essayez aujourd'hui, au cours de cette rencontre qui se terminera à 17h15, je vous le jure pour ceux qui ont un train à prendre, que nous puissions ensuite, que ceux qui nous succéderont, vous-même et d'autres, ailleurs, ici, en Europe, en France, je sais qu'ils sont à l'écoute de ce que nous faisons. En Espagne, je parle de ça puisque à la base de tout ceci, il y a un projet européen de 2 ans qui est en train de se terminer. Comment peut-on partir pour aller plus loin? Et si ce colloque d'aujourd'hui peut faire ce petit pas, nous aurons gagné, nous aurons réussi. Voilà l'ambition, mais sans prétention parce que, encore une fois, beaucoup de choses ont déjà été dites de toute nature, et nous avons voulu d'ailleurs en donner la place à ces réflexions en faisant un document qui s'appelle un outil dans le cadre de Culture et Démocratie. On fait des outils, voilà. Et ces outils sont des publications. Il y a une grosse, si vous pouvez évidemment en disposer, elle se trouve sur le site de Culture et Démocratie, et c'est environ 80 pages, hein, c'est gros, il ne faut pas le tirer en papier, mais on peut le parcourir. Une cinquantaine de pages de réflexion qui donnent déjà toute une série d'accents, d'axes et de présentations. Aujourd'hui, cette journée, je vais être un tout petit peu plus concret sur la journée pour rappeler les heures et les choses. Jean-Florence va prendre la parole pendant une vingtaine de minutes, après moi, pour poser largement les questions. Ensuite, nous partirons en atelier. Le principe, c'est qu'il y a 3 ateliers de prévus, dont vous avez vu les titres. L'un qui, je dirais, travaille sur la question de l'artiste, que fait-il? L'autre, la question du public, que voit-il? Et le troisième, l'institution, qu'attend-elle? Dans chacun de ces ateliers, pour être très concret, il y a un animateur. Farid du théâtre, Oussam du Théâtre du Possible sera avec le public, et moi-même comme rapporteur. Laurent Bouchin, je te cherche, avec Catherine, qui donc appartiennent tous les deux à la commission Art et Santé de Culture et Démocratie, qui travailleront sur le rôle de l'artiste, ce qu'il fait, ce qu'il cherche à développer. Et en ce qui concerne l'attente de l'institution, le professeur Domquel est arrivé, il avait prévu de venir cet après-midi, il est quand même là ce matin. Il n'est pas professeur, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Avec Jean-François, lui qui est aussi dans une commission de culture et démocratie, il est là, voilà, une commission, lui, pour la sensibilisation des travailleurs sociaux à la dimension culturelle de leur travail. C'est autre chose, mais c'est encore la même chose aussi. Il y aura donc, chacun pourra participer, ou devrait participer au moins à 2 de ces ateliers pour avoir chacun. Qu'est-ce que c'est ces ateliers? Ce sont des angles de vue, car bien entendu on parlera de la même chose, mais avec des angles de vue différents. C'est ça que nous avons souhaité. Et donc ceux qui le matin auront un tel atelier organiseront l'après-midi un autre, puis voilà.
se choisiront. Il y a un dispositif un peu particulier, donc il va falloir se diviser à un moment donné, puisqu'il y en a beaucoup pour l'atelier de Laurent, voilà, sur l'artiste, pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est ton nom, le fait que tu es artiste, et d'autres moins, mais donc voilà, vous allez vous répartir pour essayer d'être à peu près 25 personnes. Nous sommes combien? Nous sommes normalement près de 80, 25 à 30 personnes dans chacun des ateliers. Il y aura donc une pause à midi, entre midi et demi et 1h30, enfin à peu près. Les heures sont ici, je vais rappeler les heures. 10h45 les ateliers, 12h30 le lunch, 13h30 les ateliers, 15h30 la pause, 15h45 le rapport des ateliers, donc les 3 rapporteurs feront rapport, c'est leur rôle, et puis on conclura, et c'est Jean-Florence qui conclura. Les partenaires de ce projet, d'abord, quel est le contexte général de ce projet? C'est un projet européen qui a commencé il y a à peu près 2 ans, dans lequel il y a le Théâtre de l'Arcade, Marseille, Locos pour le théâtre donc à Alicante, en Espagne, et ici les acteurs de l'ombre à Liège, qui sont en même temps le gestionnaire général du projet. À l'affiche 5 spectacles, dont l'un, celui d'Arcade, a donné le nom générique, je dirais, au projet, donc Terra Incognita.Europe, pour montrer qu'il y en a 5. 3 spectacles un a été joué, les 3 derniers se jouent ces jours-ci. Le premier a été joué hier soir, c'est le Théâtre de l'Arcade. Demain soir, il y aura le spectacle Noah d'Alicante, et dimanche, il y aura le spectacle des acteurs de l'ombre, les démasqués. Ça, c'est pour le contexte général. Les lieux des ateliers, c'est la salle du conseil avec Laurence, c'est la salle d'audience, mais tout ça est indiqué, donc vous serez amené à travers les couloirs. Et ici, il y aura l'atelier sur le public dans cette salle polyvalente, et tout le monde rejoindra ensuite la plénière ici. Voilà pour l'organisation. Les partenaires, on n'a oublié personne. Le Centre du Théâtre Action, Marie est là, qui s'occupe particulièrement de la dimension promotionnelle. Culture et démocratie, qui a accepté dans sa commission Art et Santé de prendre en charge l'essentiel de la préparation de ce colloque. Donc Laurent et Catherine en particulier sont des représentants de cette commission, parce que la culture et démocratie, qui, je vous le rappelle tout de même, tente dans tous les secteurs de la société de parler en même temps de culture et démocratie, ce qui n'est pas évident, et vous avez pu en entendre parler avec récemment un spectacle soi-disant humoristique, dont je ne dirai pas, je tairai le nom de l'animateur, en tout cas de l'artiste plaisantin, ici à Liège. Il y a eu cette situation-là récemment. Donc toute culture n'est pas démocratique, et ce n'est pas parce qu'il y a culture qu'il y a démocratie. Donc, à culture et démocratie, on cherche à ce qu'il y ait non seulement une démocratisation de la culture, ou une culture, ou une démocratie culturelle, mais une culture de la démocratie. Bon, je n'en dirai pas plus, parce que sinon ça nous prendrait du temps, et on arrêtera, bien entendu, les téléphones qu'on pourra allumer après. Bien sûr, autre partenaire, eh bien, Isocel. Isocel, c'est un ensemble d'institutions ici sur Liège, psychiatriques, et nous sommes dans un des lieux d'Isocel, qui s'appelle le Petit Bourgogne. Voilà, c'est donc le lieu où nous sommes, donc c'est un partenaire fort intéressant, parce qu'il se crée ici un certain nombre d'activités de ce type-là, des animations et du théâtre également, cette fois-ci avec les acteurs de l'ombre, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. Il y a également vraiment un véritable service qui travaille là-dessus ici. Et je sais que Duncan est particulièrement attentif à cette partie-là du travail de l'Institut, n'est-ce pas? Voilà sur le projet général. Je vais vite. Alors, les trois ateliers. Le public. Le public qui vient à ces spectacles, les spectacles qui se créent avec des personnes en souffrance mentale. Que vient-il voir? Que voit-il? Quelle est la nature de son étonnement? Entre compassion et voyeurisme, quelle est la place pour un regard différent? Et notamment un regard différent sur la folie. Dans le projet européen, une des bases du projet, c'était ça, changer le regard sur la folie. D'ailleurs, ce qui nous a inspiré aussi le titre de notre colloque, du bon usage de la folie, c'est
évidemment un trait d'humour, mais en même temps une question profonde. Quels sont les lieux qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas à ce type de travail théâtral? Comment parler de leur création? Comment parler d'eux? Ils ne revendiquent pas d'être artistes, ils ne revendiquent pas d'être comédiens, ils ne revendiquent pas d'être auteurs, mais ils sont tous là. Et parfois avec un très haut degré de rigueur professionnelle. Comment parler de leur création? À eux qui ajoutent souvent à la solitude psychique une détresse sociale et de pauvreté. Quelle est la nature de ce droit à être vu et reconnu autrement? Pour ce qui concerne les artistes qui travaillent avec eux, les metteurs en scène, animateurs de théâtre-action qui accompagnent les créations de ces personnes qui, comme on le disait hier dans le spectacle de l'Arcane, ceux qui arpentent les rues des cités de la peine, c'est un mot de Dante sur les loges de la folie. Que cherchent-ils, ces artistes? Pourquoi le font-ils? Dans le théâtre ordinaire, le théâtre n'a pas besoin de justification. Y aurait-il besoin de justifier un tel théâtre, un tel travail théâtral? Comment échapper au piège de la justification, justement, a priori et a posteriori? Et on connaît toutes les dérives européennes aujourd'hui, qui, à chaque projet de ce type-là, ajoutent toujours une obligation de résultat. Comment? Quelle qualité d'attention? Quelle attention est-elle nécessaire, peut-être indispensable pour de telles créations? Michel Bijon, notamment, parle souvent d'ambiance, de confiance. En quoi se distingue-t-elle, ce type de création, de la théâtrothérapie, envers laquelle il y a la plus grande prévention, et pourtant elle existe aussi? C'est quoi la différence? Théâtrothérapie, qui, je vous le rappelle, ouvre aujourd'hui partout dans le monde, et notamment le monde anglo-saxon, des chaires universitaires. En ce qui concerne l'institution, puis je m'arrêterai là, les institutions qui accueillent, pourquoi et comment accueillent-elles? Pourquoi mettent-elles en place des collaborations, des partenariats? Et comment? Quelle est la nature de leurs attentes? Quelle est la nature de leurs contraintes? Quelle relation entre le milieu artistique et le milieu médical? Comment se fait-il qu'un espace de liberté, d'égalité et de solidarité, qui est celui de la création théâtrale, participative, collective, car c'est eux, n'est-ce pas, ces gens en détresse qui créent, comment lier ça, ces impératifs, ces exigences, comment les lier aux impératifs des soins médicaux, qui sont individuels la plupart du temps, et qui ne sont pas, qui ont d'autres impératifs, d'autres exigences qu'il ne faut pas négliger. Toutes ces questions sont là. Et je termine en demandant que dans les ateliers, on travaille surtout sur ces concepts, surtout sur les questions. Parce que nous sommes nombreux, ça ne donnera pas beaucoup de temps à chacun, donc je ne crois pas qu'il faille beaucoup dire ce que l'on fait, mais poser les questions du pourquoi, du comment, du avec qui, etc. Voilà. Jean, à toi. Merci. Alors, je vais partir de cette expression du bon usage de la folie, qui est directement inspirée d'un chapitre du livre de Michel Foucault. Et je pensais que pour démarrer cette journée, rappeler le fond de la question sur la relation entre culture, démocratie, folie, théâtre, pouvait passer par ce rappel, cette mémoire dont nous sommes porteurs. Donc mon titre c'est « Histoire et folie, une mémoire d'avenir ». Nos questions d'aujourd'hui ont une histoire, une vieille histoire. Il me semble opportun de le rappeler au seuil d'une journée qui est tout entière tournée vers la relation actuelle, mais toujours à créer, entre création culturelle et invention du lien démocratique, entre théâtre et politique, dans le respect de ceux qui peinent à se faire entendre. Le théâtre, dès son origine, occupe une place privilégiée d'exploration, d'investigation, d'imagination, de critique de ce lien entre création culturelle et lien démocratique.
Le théâtre est au cœur de ce qui nous inquiète, nous mobilise, nous donne à penser entre culture et démocratie. Cette vieille histoire est celle de la folie, mais entendons d'abord la folie du monde, la folie de notre civilisation et les projections que cette folie engendre dans les figures variées, dispersées, de ce que cette civilisation, qui est la nôtre, a appelé de toutes sortes de noms. Possédé, extravagant, dément, insensé, délirant, fou, malade. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Une histoire qui est réactivée, et c'est ça tout le sens de ce que je veux dire, elle est réactivée chaque fois que nous voulons penser, agir, transformer les conditions, c'est-à-dire les traitements, la considération, le statut social, la vie en hôpital de ces personnes. Donc, chaque fois qu'on veut transformer, penser les conditions qui leur sont faites, on réactive cette histoire de la folie. Le livre de Michel Foucault, donc Histoire de la folie à l'âge classique, a accompagné tous mes engagements personnels, de professeur, de philosophe, de psychanalyste, de responsable du Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve et de co-fondateur du groupe Intervalle qui réunissait des artistes et des psychothérapeutes. Et c'est également ce livre qui engage et qui inspire ma présence aujourd'hui devant vous, là, et pour toute cette journée, à Culture et Démocratie. De quoi parle ce livre de Michel Foucault, livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de nuit, livre de chevet, puisqu'il est paru maintenant en édition folio, enfin de poche, je veux dire. Il nous présente un véritable théâtre où se débattent de siècle en siècle deux figures extrêmement pathétiques, fragiles et ambiguës, la raison et la déraison. Je reprends l'exergue que Foucault emprunte à deux auteurs qui ne sont pas n'importe qui et que nous pourrions vraiment méditer et inscrire au fronton de ces journées. Alors il y a une citation de Pascal, Blaise Pascal. « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. » Et Dostoïevski, qui n'est pas n'importe qui non plus. « Ce n'est pas en enfermant son voisin que l'on se convainc de son propre bon sens. » Alors, Foucault écrit dans le troisième de couverture de l'édition originale, « Ce livre n'a pas voulu faire l'histoire des fous à côté des gens raisonnables, en face d'eux, au milieu d'eux, ni l'histoire de la raison dans son opposition à la folie. Il a voulu faire l'histoire de leur partage incessant, mais toujours modifié, entre raison et folie. Partage qui se produit à travers bien d'autres partages, ceux définis par la production, le travail, la richesse, la structure familiale, la pénalité, les contraintes morales, etc. Ce n'est pas la médecine qui a défini les limites entre raison et folie, mais depuis le XIXe siècle, les médecins ont été chargés de surveiller la frontière et d'y monter bonne garde. Ils y ont marqué maladie mentale, indication qui vaut interdiction. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette histoire de la folie n'est pas du tout linéaire ni progressive. Parce qu'on pourrait se demander quel est le progrès entre parler des possédés et parler de malades mentaux. Y a-t-il un progrès? Au contraire, elle est l'histoire d'une étonnante complexité, d'une bouillonnante et d'une effervescente épaisseur. Il s'agit de maintenir ouverte, aujourd'hui, notre attention à cette polymorphie de la perception que nous avons de nous-mêmes aux prises avec cette dimension de la folie. Je rappelle, c'est la folie du monde, c'est la nôtre, su ou insu, et celle que réduit souvent au silence le bavardage savant, comme dit Foucault, de la science,
de la technologie médicale, psychiatrique ou psychologique. En revanche, l'art, la littérature et le théâtre, depuis leurs formes les plus anciennes, qu'elles soient antiques, canoniques, médiévales, classiques, modernes ou postmodernes, l'art, la littérature et le théâtre se sont toujours faits les interlocuteurs privilégiés de cette déraison qui est imminente, immanente à la raison, qui est irréductible en même temps, des raisons dont la folie n'est qu'une des voix étouffées ou un cri déchirant. La folie est un fait de civilisation, de culture, de société, de socialité. Il y eut un temps où le fou avait sa place désignée, par exemple auprès des instances du pouvoir, le fou du roi. Quel était le rôle du bouffon auprès du roi? L'attitude devant la folie a changé, comme a changé l'organisation de la vie sociale, de l'économie, de la politique. La distance instaurée entre la raison et la folie est mouvante, équivoque et tremblante. Dans notre histoire, il y a des moments où la folie est reliée aux sources mêmes du langage, comme si elle était en quelque sorte une manière, une ressource du langage. Et puis il y a d'autres moments où la folie confine au silence le plus rebelle à l'expression. Si Foucault déploie principalement les deux grands siècles de l'époque classique, XVIIe et XVIIIe, en France surtout et puis un peu en Europe, c'est parce que l'époque classique représente un tournant dans le rapport d'implication réciproque entre raison et déraison. Et la folie est une sorte de sous-catégorie de la déraison. L'âge classique a saisi la folie non pas comme chose médicale, mais comme chose morale et sociale, comme relevant du scandaleux, de l'anti-raison, donc du non-raisonnable et du non-rationnel. Le raisonnable étant le champ de l'action pratique, le rationnel le champ de la pensée. L'âge classique a instauré un partage, il a désolidarisé folie et pensée. Il a dressé autour des insensés les murs du scandale, de la réprobation et de la déchéance. En la reléguant aux limites des cités, puisque les nouveaux asiles prenaient le relais des anciennes léproseries, donc en reléguant la folie aux limites des cités, elle lui a conféré un statut proche de l'animalité et de la bestialité. La thèse de Foucault, c'est que sous le geste philanthropique de Pinel, le grand médecin de la Révolution française, qui a libéré les fous de Bicêtre en leur enlevant leurs chaînes et en les libérant de leurs cachots ignobles, la modernité n'a pourtant pas libéré la folie des anciennes cruautés et des vieilles exclusions. Elle l'a rendue étrangère et soumise à ses pouvoirs. En un mot, elle l'a aliénée. Le premier nom des médecins qui s'occupaient des insensés, une fois internés, c'était des aliénistes. Le mot psychiatre est venu plus tard. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette histoire, donc, comme je l'ai dit, n'est pas linéaire. Et si l'on reprend une chronologie large, où se conjuguent, se croisent, rivalisent ou s'excluent les différentes formes d'expérience de cette déraison dans notre Occident, on peut distinguer, au fond, avec Michel Foucault, 4 grandes strates fondamentales. Et je pense que c'est ces 4 strates mobiles que nous réactualisons quand nous abordons nos questions. Alors, quelles sont-elles? Il y a d'abord une conscience tragique, une conscience cosmique de la folie. C'est celle qui est le mieux figurée dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, celle qui relie la folie à une sorte de tragédie du monde, d'apocalypse dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est la proximité de la fin du monde, dont le cri des possédés était en quelque sorte l'annonce. Et donc il y a une dimension tragique et cosmique qui est métaphysique ou religieuse. La deuxième conscience que nous nourrissons dans peut-être l'épaisseur de l'inconscient, ou de la presque conscience, c'est la conscience dite ironique, ou réflexive, ou critique.
c'est celle qui illustre bien l'attitude d'Erasme, éloge de la folie, ou la citation de Pascal. Ce serait être fou de n'être pas fou. Mais c'est déjà un jeu intellectuel, c'est déjà une manière de s'en distancer. Mais elle est très présente. Et c'est la Renaissance qui lui a donné la forme la plus évidente, la plus explicite. Mais la Renaissance s'est clôturée par l'âge classique, qui était le moment du grand renfermement de toutes les formes de déraison qui faisaient scandale aux yeux de l'ordre social et politique et religieux sous Louis XIV. Et donc c'est cette conscience née à l'âge classique dont nous sommes les héritiers les plus évidents. C'est la conscience correctrice, la conscience punitive, répressive, excluante, policière, qui veut contrôler, isoler pour contrôler. Et enfin, avec le développement, une fois qu'ils étaient enfermés dans le grand renfermement de l'hôpital général, et qu'on a fait appel à des médecins pour veiller à la santé de ces internés, les médecins ont développé leur propre manière de savoir et de maîtriser les choses par une conscience que Foucault appelle une conscience analytique, objectivante, savante, scientifique, qui a donné lieu alors à la manière positive ou positiviste de prendre les comportements, les attitudes des insensés comme un objet de connaissance, mais de connaissance pour la maîtrise. Donc dès le XIXe siècle. Donc 4 strates, 4 couches tragiques, ironiques, policières, analytiques. Le fait culturel qui nous impose la vision psychiatrique de la folie aujourd'hui comme maladie mentale, comme trouble du comportement ou comme affection pathologique, nous fait oublier et occulte ou refoule cette épaisseur vivante dans toute notre mémoire individuelle et collective. Cet entrelacement d'expériences que toute rencontre de la douleur d'exister remue silencieusement en chacun de nous. En revanche, l'art, conçu de manière générale, demeure le témoin le moins oublieux de cette profondeur d'expérience. Et le théâtre, spécialement, de par la structure sociale nécessaire qu'il est comme spectacle vivant, comme relation toujours actuelle, éphémère, toujours à recommencer, le théâtre, par son essence, est au plus vif, au plus actif de ce nœud toujours en train de se faire et de se défaire entre raison et folie. C'est la conscience analytique, celle de la connaissance psychologique ou médicale, qui aujourd'hui domine apparemment les pratiques et les discours. La société délègue aux médecins le pouvoir de contenir, de circonvenir, de soigner, de savoir, de dire ce qu'il en est de cette déraison qui cause angoisse, effroi et grande peur. Cette conscience médicale sait fort bien assimiler ce que l'âge classique avait inventé pour conjurer la folie, c'est-à-dire interner, isoler. Et au moment de l'histoire de Louis XIV, c'était pas seulement les insensés, les lunatiques, les pauvres, mais les chômeurs, les débauchés, les libertins, les vagabonds, les scélérats et les criminels qui étaient tous ensemble internés dans une sorte de coexistence absolument pas pacifique. Et ce n'est pas pour rien que les étudiants de mai 68, dont j'étais, dont nous fûmes, certains d'entre nous, vociféraient contre la répression policière, l'exploitation capitaliste et la fliquiatrie. Cependant, c'est l'art qui porte la mémoire, comme je l'ai dit, vivante, conquérante, indestructible, de ce que notre humanité occidentale, confrontée à ces questions les plus abyssales, a tenté de se représenter. Pensez à quelques-uns comme Artaud, Nietzsche, Lautréamont, Beckett, Brecht. Ils sont les contemporains d'Eschyle, de Rabelais, d'Erasme, de Bosch, de Bruegel, de Cervantes, de Shakespeare, du Tasse, de Molière, de Diderot, de Goya. Ils sont toujours contemporains, parce qu'ils portent cette multiple mémoire. Les artistes sont les chantres de cette polyphonie, que ce soit dans le chuchotement ou dans le vacarme. Ils contestent cette inquiétante volonté de pouvoir et de savoir qui cherche à bâillonner les voix de l'angoisse
du désir, du non-sens, de l'utopie, du rêve et du désespoir. La pratique théâtrale, avec les moyens originaux qui lui sont propres, met en jeu toutes ces strates de l'expérience où l'on donne droit de cité à cette déraison sans laquelle la raison serait morte et enterrée, littéralement aliénée. La pratique théâtrale est un accès pragmatique, collectif, démocratique à ce qui constitue le foyer actif de l'invention culturelle. Faire bon usage de la folie, à l'image du chapitre de Foucault qui est du bon usage de la liberté, donc on a utilisé voilà, peut-être l'équivalence. S'éveiller à ce que nous ne cédions pas aux réflexes ancestraux de l'exclusion, du partage, de l'ignorance, du silence imposé, recouvert souvent tout cela par un discours politiquement correct. Mais il s'agit d'un geste à faire et à refaire. Ce geste n'est jouable que si nous restons éveillés à toutes les ruses de la raison qui maîtrise, qui veut savoir, qui thérapise ou qui art-thérapise. Le théâtre ouvre, là où il œuvre, un lieu de jeu et de liberté. Les milieux de soins qui accueillent l'atelier théâtre font un acte politique, puisqu'ils prennent le risque, mais aussi la chance, que s'y créent des gestes neufs, des paroles nouvelles, des rapports humains inouïs. Faire bon usage de la folie, c'est faire bon usage de la liberté. Laissons donc la parole à ceux et celles qui pratiquent au quotidien, par toutes sortes de tours, d'arcanes et d'inventions, la délicate alchimie et l'antagonique liaison de l'art et du soin. Bonne journée. Quelle santé. Nous allons nous répartir en 3 ateliers. Je vais demander un petit effort à ceux qui avaient choisi en très grand nombre l'atelier avec Laurent. Les artistes, enfin, voilà. De telle sorte que nous puissions être ici pour le rapport au public, puis avec M. Duncan, j'ai dit professeur, hein, t'as vu, à la salle d'audience. Salle d'audience, c'est derrière. Puis-je demander aux animateurs et rapporteurs de se lever et de prendre avec eux leurs aficionados.